Alors, bien entendu, les intégrales ont différentes propriétés qui sont résumées dans ce théorème. Alors, on va juste essayer de comprendre ces propriétés de manière intuitive. Si on prend la première, par exemple, et prenons une fonction en particulier, par exemple, la fonction f de x est égale à x. Et on va l'intégrer, par exemple, entre 0 et 1. Alors, graphiquement, à quoi ressemble cette intégrale? Donc, je vais dessiner cette fonction. Voilà, f de x est égal à x. Alors, je vais l'intégrer entre 0 et 1. Alors, qu'est-ce que l'aire? Qu'est-ce que cette intégrale, en fait? C'est simplement l'aire que nous avons ici. C'est en fait simplement l'aire d'un triangle, et donc, on peut directement déduire de ce petit schéma que cette intégrale sera égale à une demi. Maintenant, si on inverse les bornes d'intégration et qu'on considère l'intégrale entre 1 et 0 de la même fonction, on peut en fait penser que cette R est exactement la même que celle que nous avons ici. Et dans une certaine mesure, cela est correct, mais ce qui change vraiment, c'est le sens d'intégration. En fait, la valeur que nous avons ici, elle va rester positive, mais la valeur que nous allons avoir là, elle va devenir négative lorsque l'on intègre d'une valeur plus grande vers une valeur plus petite. Et en fait, c'est simplement ça. Et ce qui revient simplement à ajouter un signe moins lorsqu'on inverse les bornes d'intégration. Maintenant, la deuxième propriété, elle est elle aussi assez simple à comprendre. Quelle est l'aire lorsque l'on fixe en un seul point? Donc, si par exemple on reprend cette fonction, f de x étant égal à x, donc la fonction ressemble à ça, et on pourrait se poser la question, ok, quelle est l'aire entre 1 et 1 pour cette fonction? Graphiquement, cela correspond à l'aire qui va se trouver ici. Alors, on va tout de suite comprendre que la base de l'aire que l'on cherche à calculer est égale à 0, et donc évidemment, cette intégrale va elle aussi être égale à 0. Maintenant, la troisième propriété revient en quelque sorte à dire, lorsque l'on ajoute un certain coefficient alpha à une fonction, eh bien ce coefficient peut être sorti de la fonction. C'est quelque chose qui est assez intuitif à comprendre, surtout si on fait le lien entre les intégrales et une somme. Maintenant, la troisième règle, la quatrième règle, est celle-là aussi intuitive, et on va la voir de nouveau avec cet exemple très simple de la fonction f de x est égal à x. Donc la voici. On va à nouveau supposer que l'on s'intéresse à calculer l'intégrale entre 0 et 1 de cette fonction. On sait que cette intégrale est égale à une demi. Maintenant, si on prend un point au hasard, par exemple une demi, on pourrait se dire que l'aire que nous avons ici et l'aire qui est représentée ici, eh bien, correspond à l'intégrale. C'est-à-dire que l'aire que nous avons ici, que l'on va additionner à l'aire de la deuxième partie, eh bien, cela correspond à l'intégrale qui nous intéresse. Dit d'une autre manière, cette intégrale peut s'écrire comme l'intégrale de 0 à une demi de la fonction x plus l'intégrale de une demi à 1 de la même fonction. Bien évidemment, cette règle s'applique en général pour une fonction arbitraire et un point C que l'on va choisir dans l'intervalle AB. Maintenant, la dernière règle que nous avons est simplement le fait que l'intégrale d'une somme de fonctions est égale à la somme des intégrales. C'est également une propriété qui a un sens si on pense à des sommes, mais malheureusement, toutes ces règles ne vont pas forcément nous aider en pratique
pour faire un calcul. Alors, par exemple, quelle est l'intégrale de la fonction x carré entre 0 et 1? Eh bien, on peut écrire la somme de Riemann, mais ce qu'on voit, c'est qu'on obtient une limite qui n'est pas forcément évidente à résoudre. Alors, la difficulté que l'on voit de calculer des intégrales à travers une limite, en fait, on peut répondre à ce problème à travers un théorème qui est le théorème fondamental de l'analyse. Alors, comme son nom l'indique, on peut déduire qu'il a une certaine importance. En fait, qu'est-ce que ce théorème nous dit? Il dit, si on considère une fonction qui va être définie sur l'intervalle AB et que cette fonction est continue, alors on va définir une nouvelle fonction qui est définie à travers une intégrale. Donc on définit cette fonction f, grand F de x est égal à l'intégrale de a à x de la fonction f de t dt. Donc là on remarque qu'on a changé le nom de la variable, on a utilisé t pour éviter d'utiliser x qui est déjà utilisé comme la borne supérieure de l'intégrale. Évidemment, nous aurions pu utiliser n'importe quelle autre variable dans ce calcul. Et ce que le théorème nous dit, c'est que cette fonction f de x, grand F de x, est en fait une fonction dérivable et que sa dérivée est égale à f de x. X étant la fonction qui est utilisée dans la définition de grand F de x. Alors évidemment, cela est vrai pour tout point qui est à l'intérieur de cet intervalle a, b, ici ouvert. Ce théorème, évidemment, nous permet de faire un lien entre deux notions fondamentales de l'analyse, qui sont la dérivée et l'intégrale, mais surtout, ça nous donne un moyen de calculer les intégrales sans faire de limite. Comment est-ce que cela fonctionne? Alors, supposons que l'on ait une fonction, ici qui est appelée g' de x, où cette fonction grand G n'est pas forcément égale à grand F, mais où cette fonction, sa dérivée, est égale à petit f de x, alors ce que l'on voit, c'est que l'intégrale qui va de a à b de la fonction f de x est égale en fait à une soustraction de grand G de b moins grand G de a. Alors évidemment, vous avez ici le détail du calcul, mais c'est la conséquence principale et celle qui va nous intéresser du théorème fondamental de l'analyse, c'est-à-dire remplacer une limite par une soustraction. Cela nous amène à différentes définitions. La fonction f du théorème fondamental se nomme une intégrale indéfinie de f, de par la relation que nous avons ici. On peut aussi écrire la même relation de la manière suivante, et du fait que f, grand F' de x soit égal à petit f, on dit aussi que c'est une primitive de f. De manière plus précise, une fonction g continue, telle que sa dérivée soit égale à f, est une primitive de f. Et donc si deux fonctions sont des primitives de la même fonction, par exemple grand F et grand G, alors ces fonctions ne sont pas forcément les mêmes, mais la différence entre elles va être une constante, puisque la dérivée d'une constante est égale à 0. Ces résultats sont particulièrement utiles, puisqu'ils vont nous permettre de calculer différentes intégrales. Alors on va reprendre l'exemple que nous avions vu précédemment, c'est-à-dire l'intégrale de x carré sur l'intervalle de 0 à 1. Et ce qu'on avait vu avant, c'est que cette intégrale peut s'écrire de la manière suivante. Alors, on va aussi voir que la réponse est égale à 1 tiers, mais cela n'est vraiment pas évident à partir de ce calcul. En revanche, on peut utiliser la relation que nous avions vue précédemment pour faire ce calcul. Donc une autre manière de faire ce calcul est d'utiliser le résultat qui est donné ici, c'est-à-dire l'intégrale de a à b de f de x. Mais ici, f de x sera x carré. Et en fait, dans l'exemple, on peut aussi définir ce que valent les valeurs de a et de b. A vaut en fait 0 et b 1. Cela va être égal à g de 1 moins g de 0. Maintenant, on doit trouver une fonction g qui est telle que g' de x soit égal à f de x. Et f de x, ici, correspond à x carré. Alors, ce qu'on peut voir, et on verra des formules qui vont nous permettre de faire ces calculs, c'est qu'en fait, la fonction g de x est égale à 1 tiers
fois x à la puissance 3. Si on prend sa dérivée, eh bien, on obtient 1 tiers fois 3, qui vient de la puissance 3 que l'on dérive, x 3 moins 1. Ce qui va évidemment nous donner x carré. Donc, cela veut dire quelque chose de très simple. Eh bien, cette intégrale va être égale à x va donc être égale à g de x. G de x est 1 tiers 1 à la puissance 3 moins 1 tiers 0 à la puissance 3. Eh bien, sans surprise, cela va nous donner 1 tiers. Donc, cette méthode est évidemment bien plus simple que la méthode qui reviendrait à calculer la limite que nous avons écrit ici. Ce calcul, il est fait ici. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici utilisé la notation grand F de x au lieu de g de x. Mais évidemment, cela n'est pas quelque chose d'important. On aurait pu utiliser autre chose. Et puis, il est important aussi de noter cette notation, qui est une notation standard que l'on va utiliser. Il existe un grand nombre de primitives des fonctions usuelles. Ici, on a quelques exemples. Bien évidemment, il en existe d'autres, par exemple pour les fonctions trigonométriques, et vous pouvez par exemple trouver des tables très complètes sur Wikipédia, par exemple, mais évidemment dans bien d'autres références. Un détail important, si vous regardez la première et la deuxième formule, c'est qu'en fait, il s'agit pratiquement des mêmes formules pour des chiffres positifs ou négatifs, des entiers, plus précisément des entiers positifs ou négatifs. Il serait intéressant de regarder qu'est-ce qu'il se passe lorsque n est égal à 1 dans la deuxième formule. En fait, cela nous amène à la troisième formule, et je vous laisse réfléchir à pourquoi est-ce que la deuxième formule n'est pas valable lorsque n est égal à 1. Maintenant, une chose qu'il est importante de mentionner, c'est qu'en général, il est vraiment difficile de calculer une primitive. Bien évidemment, pour certaines fonctions, on peut le faire, mais en général, c'est vraiment quelque chose de difficile. Alors voici quelques exemples qui sont pourtant assez simples. Par exemple, cette fonction, celle-ci, ou par exemple la dernière que nous avons ici. Eh bien en fait, calculer une primitive n'est pas aussi simple et peut difficilement être fait en utilisant uniquement l'idée de passer d'une intégrale à une dérivée. On va voir donc différentes techniques qui peuvent être utilisées. Pour la première, l'intégration par partie. Pour la deuxième, les changements de variables ou la méthode par substitution. La troisième fonction que l'on voit ici n'a pourtant pas l'air très compliquée, mais en fait, il n'existe pas de primitive que l'on va pouvoir écrire de manière standard. En fait, cette intégrale, l'intégrale de cette fonction est liée à la distribution normale que vous avez probablement vue dans vos cours de statistiques. Et pour cette fonction, il n'existe pas d'autre méthode que d'utiliser des approximations numériques dont on va discuter dans le prochain cours. Donc voilà, cette discussion conclut cette première vidéo sur les intégrales. On se retrouve pour la prochaine.